Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de Manchester City. Et comme je vous l'avais annoncé, il y aura une petite série sur la chaîne pour parler des mercatos de chaque équipe. Pour le Real Madrid, j'étais avec mes deux associés Esteban et MTO Foot, mais pour Manchester City, je suis tout seul. Ça n'empêche pas que la vidéo sera vraiment très cool à suivre. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo où on va réagir à l'actualité mercato, mais également on va parler des joueurs qui sont déjà arrivés, parce que oui, il y a des joueurs qui sont déjà arrivé, je pense à Ryan Aït-Nouri. On se penchera un peu plus sur son profil, même si je trouve que c'est quand même une bonne recrue, mais on en parlera un petit peu plus en profondeur. Et on a évidemment Ryan Cherki et Tijani Reinders qui devraient ne pas tarder à être officialisés du côté de Manchester City, donc on en parlera. Et donc on va revenir sur chacune de ces recrues individuellement. Et j'aimerais également mentionner le cas Marcus Bettinelli qui a été pris en tant que troisième gardien pour remplacer euh, Scott Carson, donc qui est censé partir en fin de contrat, il prend sa retraite. Donc voilà, Marcus Bettinelli devrait arriver, vous allez voir la news à l'écran. C'était un des troisième gardiens, voire quatrième gardiens de Chelsea. Ça ne change pas grand chose, mais voilà, n'empêche que ça remplit du coup les contrats de home ground players, de joueurs formés en Angleterre. Donc c'est très bien pour Manchester City. Donc voilà, cette vidéo va commencer, j'espère qu'elle va vous plaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Donc on va commencer à regarder un petit peu l'effectif de Manchester City. Puisqu'on avait parlé du fait que il y avait peut-être un dégraissage à faire, pas mal de joueurs à faire partir. Je pense notamment à un Ederson qui a été en grande difficulté cette saison, qui n'a pas été très bon. Lui apparemment est sur le départ. Il y a des gardiens qui ont été ciblés. On a eu Donnarumma, même si selon les dernières informations, Donnarumma ça ne devrait pas du tout se faire. Il donne sa priorité au PSG. Et on a surtout Diogo Costa. Alors ça, on y reviendra dans la partie où on évoquera un petit peu la composition potentielle de Manchester City à la fin de l'été quand tout le mercato sera terminé. Mais voilà, c'est plutôt le nom qui s'est fait le plus insistant. On y reviendra. On a toujours Stéphane Ortega, ça, voilà. Moi, j'aime beaucoup en tant que gardien numéro 2. Il est assez bon. Et on aura Marcus Bettinelli à la place de Scott Carson dans l'effectif. En défense, nous avons donc Ruben Dias, Kusanov, Vitor Reis, Manuel Akanji, John Stones, Nathan Ake et potentiellement Josko Gvardiol. Parce qu'avec l'arrivée de Ryan Aït-Nouri, peut-être que Ryan Aït-Nouri sera titulaire, sachant que pour moi, il a le niveau pour être titulaire à Manchester City. Et peut-être qu'on pourrait avoir une charnière centrale, Ruben Dias, Josko Gvardiol. Encore une fois, on y reviendra. Moi, je pensais à peut-être vendre un à deux défenseurs, surtout si tu considères Josko Gvardiol comme un défenseur central dorénavant. Donc peut-être que tu pourrais vendre un Manuel Akanji et un John Stones, qui sont deux joueurs qui ont été pas extrêmement performants cette saison. Voilà, surtout que maintenant tu as Vitor Reis, tu as Abdulkadir Kusanov, donc plus Josko Gvardiol du coup qui pourrait retourner à son poste de défenseur central. Je pense que tu pourrais en faire partir, mais pour moi tu n'as pas besoin de recrutement dans cette zone. Et tu as toujours Rico Lewis arrière droit, et je rappelle que Kyle Walker reviendra de son prêt du Milan AC, mais j'aimerais absolument m'en débarrasser pour ce qui est de Kyle Walker. Sur le milieu de terrain, nous avons Rodri, Nico Gonzalez qui est arrivé cet été, qui me semble être une assez bonne recrue, même si pour moi 60 millions d'euros c'était quand même particulièrement cher. Mais il a fait des plutôt bons matchs du côté de Manchester City, donc j'ai envie de le conserver, il est vraiment bon. Donc on va pour moi le prendre, mais je pense que, enfin on va le conserver évidemment, mais ce serait pour moi une doublure de Rodri, surtout que maintenant on a la potentielle arrivée de Tijani Reinders, on y reviendra. Donc voilà. Matheus Nunes, lui c'est peut-être un joueur que Manchester City pourrait vendre, il n'est pas particulièrement bon, après il peut dépanner un peu partout, donc c'est plutôt pas mal d'avoir un joueur comme ça d'effectif. Matteo Kovacic devrait rester, apparemment Ilkay Gundogan devrait également rester. Alors j'étais pas sûr de l'info, surtout qu'il fait une saison très compliquée, mais bon, si Manchester City a envie de le conserver, pourquoi pas en tant que peut-être 5e, 6e milieu. Bernardo Silva, par contre, selon les dernières informations, pourrait quitter Manchester City. Il aurait apparemment accepté l'offre d'Al Hilal, donc c'est très bien. Manchester City était d'accord apparemment pour s'en séparer. Lui, ça fait pas mal de temps déjà qu'il est courtisé par l'Arabie Saoudite. Il a 30 ans, il va sur ses 31 au 10 août. Donc voilà, il prend un peu d'âge et pour moi, ses années à Manchester City sont faites. Surtout qu'il n'a pas été très bon cette saison. Kevin De Bruyne, lui, c'est acté, il va quitter le club en fin de contrat. Je ne sais pas où il va aller, mais il va quitter le club. Et on a toujours là les trois petits jeunes, James McAtee, Claudio Echeverry, excusez-moi, et Nico O'Reilly. Donc eux, c'est des joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer pour l'avenir.
Offensivement, on a Jérémy Doku, Jack Grealish, Phil Foden, Savinho et Oscar Bob pour les joueurs de côté. Alors Jack Grealish est apparemment annoncé, si vous le voyez bien sur le côté du côté d'Al Hilal. Ce serait une bonne nouvelle s'il pouvait partir, parce que pour moi de toute façon à Manchester City c'est mort, hein, il progresse, enfin il ne prendra jamais là-bas. En plus il a déjà 29 ans, franchement pour moi il a juste complètement raté sa carrière, il a détruit sa carrière. Je pense que c'est Pep Guardiola y est pour beaucoup de choses. Mais on a Jérémy Doku sur le côté gauche, je pense que lui devrait rester, il a fait une saison plutôt correcte. Phil Foden, auteur d'une saison catastrophique du côté de Manchester City, je pense quand même qu'il va rester, qu'il va essayer de se relancer, soit au poste de numéro 10, soit au poste d'ailier droit, je ne sais pas encore. Savinho devrait rester, pour moi il peut jouer côté droit, côté gauche, donc c'est bien, il a une certaine polyvalence. Et on a Oscar Bob qui était revenu de blessure et qui est un joueur de grand talent, donc je pense qu'il va être conservé. Et devant, on a Erling Haaland et Omar Marmoush qui sont deux joueurs de très très bon niveau. Surtout que Marmoush peut jouer sur le côté gauche, peut jouer avant-centre, donc c'est très bien. Et on a Erling Haaland évidemment avant-centre, donc c'est très bien. Marmoush peut également jouer sur le côté droit et il a même joué des fois second attaquant, donc c'est plutôt pas mal pour sa polyvalence. Donc voilà pour la petite revue d'effectifs. Mais du coup, on va se concentrer sur Ryan Aït-Nouri qui est arrivé du côté de Manchester City, donc international algérien, 1m80, arrière gauche. Il a 24 ans, donc voilà, c'est un joueur quand même d'expérience qui a fait beaucoup de matchs en Première Ligue. Cette saison, il a 37 matchs, 4 buts et 7 passes décisives en Première Ligue, en jouant quasiment tous les matchs. En FA Cup, c'est 3 matchs, 1 but, 0 passe D, ok, mais en EFL, c'est également un match joué. Donc voilà, on voit qu'il a quand même joué énormément de matchs du côté de Wolverhampton cette saison. Il fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe pour moi avec Matheus Cunha. Donc c'est un joueur qui est principalement arrière gauche mais qui peut également jouer piston. Il l'a déjà fait sur certaines saisons à Wolverhampton. Si on s'intéresse un petit peu à son indicateur statistique, on voit directement que c'est un joueur extrêmement performant, qui est un joueur qui est globalement meilleur offensivement que défensivement, même si voilà, il y a quand même quasiment une interception par match, il y a 2,58 tacles, donc quasiment 3 par match, mais on voit quand même offensivement, c'est là qu'il apporte le plus. Et quand on connaît le rôle d'un Gvardiol cette saison, on a vu que Gvardiol était certes très bon défensivement, mais offensivement il a énormément apporté. Donc pour moi ça ne créerait pas de déséquilibre particulier dans cette équipe de Manchester City. On voit que c'est un joueur qui marque beaucoup, qui crée pas mal d'XG, qui tire pas mal de fois, en tout cas pour un arrière gauche, qui a pas mal d'assists également. Expected assist goals également, il en a beaucoup. Voilà, donc offensivement il apporte énormément et il a beaucoup d'actions menant à un tir, donc 2,63 par match, quasiment 3, c'est pas mal. C'est pas un joueur qui tente énormément de passes, mais bon, il joue à Wolverhampton, donc partez du principe que, encore une fois, tous ces indicateurs peuvent évoluer, parce que du côté de Manchester City, ce sera une équipe quand même relativement différente. Wolverhampton, c'est une équipe qui a été globalement dominée contre toutes les équipes qu'elle a affrontées en championnat. Et là, à Manchester City, bon, bah, les indicateurs offensifs vont peut-être être encore meilleurs, et il va peut-être tenter encore plus de passes, parce que forcément, City, c'est une équipe qui a le ballon. Et du coup, défensivement, on le verra peut-être plus dans des retours défensifs, donc dans des tacles, plus que dans des blocs forcément, parce que City ne se retrouve pas forcément à descendre extrêmement bas. Il pourrait réussir un peu plus d'interceptions également, et peut-être gagner un peu plus d'aérien, puisque forcément, du côté de Manchester City, on joue plus haut. C'est un joueur qui peut pas mal de fois porter le ballon, donc ça pourrait beaucoup plaire à Pep Guardiola, parce que c'est un joueur qui a une très bonne qualité technique, qui dans le 1 contre 1 est assez bon, il a quasiment 2 dribbles réussis par match, dans les courses progressives il a quasiment 3 par match, donc c'est fort, dans les touches, dans la surface de réparation, quasiment 3 par match, et dans les passes progressives reçues, il est quand même à 5 par match, donc ça c'est absolument énorme, et donc c'est un joueur qui en plus de ça a une capacité à prendre la profondeur. Donc il pourrait dédoubler avec son ailier, donc avec un Jérémy Doku, ou peut-être d'autres ailiers si Manchester City prend un ailier sur ce mercato, bah ça pourrait faire des gros dégâts, parce que Ryan Aït-Nouri offensivement c'est énorme. Donc vous avez compris, j'aimais beaucoup cette recrue de Manchester City, il a été officialisé, hein. Là c'est sûr et certain, lui il est vraiment arrivé, donc c'est très cool, et je trouve que c'est un excellent joueur. Manchester City voulait des latéraux, moi j'aurais quand même aimer un latéral droit précisément, parce que latéral droit, bon bah t'as vraiment des grosses faiblesses, et qu'à gauche t'as quand même Ake qui va revenir, qui peut dépanner,
t'as Gvardiol, mais maintenant si Guardiola a envie de faire évoluer un petit peu sa formule, c'est vrai qu'il y a Ryan Aït-Nouri, ça peut être une très bonne recrue sur ce poste d'arrière gauche, surtout que le marché est un peu compliqué puisque Baldé partira pas, Di Marco j'ai des doutes, Mendes il partira pas, donc forcément tu dois te positionner sur des joueurs évoluant dans des plus petits clubs. On va parler maintenant de Ryan Cherki, le joueur lyonnais qui va arriver du côté de Manchester City pour environ 30 millions d'euros si j'ai bien tout compris. Peut-être un peu moins, ce qui est un braquage, parce que vu sa valeur marchande de 45 millions d'euros, c'est une grande chance. Alors, Transfermax dit que sa position c'est ailier droit, mais pour moi c'est un véritable milieu offensif, il y a joué quasiment toute la saison. C'est dorénavant un international français, il a fait un plutôt bon rassemblement. Il a 21 ans, il va sur ses 22 au 17 août, il fait 1m77, il est français, il a 30 matchs en Ligue 1, 8 buts et 11 passes décisives, même s'il ne les a pas tous démarrés dans le 11 de départ. Il a surtout beaucoup joué sur la deuxième partie de saison. En première partie de saison, il a joué quand même pas mal de matchs, mais voilà, il y a quand même des matchs qu'il a pu manquer, tout ça, en Ligue 1. En Europa League, il a joué quand même beaucoup plus de matchs, en tout cas proportionnellement. Il est à 12 matchs, 4 buts, 8 passes décisives. Je crois que c'est le meilleur passeur de la compétition. Il est absolument monstrueux en Europa League et en équipe de France. Voilà, il a joué 2 matchs pour une passe décisive. Non, en Coupe de France, excusez-moi, 2 matchs et une passe décisive. Et en équipe de France, il est également buteur et passeur décisif. Donc voilà, on est quand même sur un joueur extrêmement performant qui a une grande qualité de création. Vous connaissez Ryan Cherki dans le 1 contre 1 absolument monstrueux par le dribble, mais également par la passe. Il voit énormément de choses. Et en plus, qu'on lui reprochait par le passé, c'était son manque d'efficacité. Dorénavant, il est particulièrement efficace et il est bon pied droit, pied gauche. Donc on voit que c'est un joueur qui peut jouer ailier droit, ailier gauche, milieu offensif. Je pense que à Manchester City pourrait prendre ce rôle de milieu offensif, à moins que Foden le prenne. Mais du coup, on pourrait voir vous avez compris, des alternances où on a Foden un coup milieu offensif et Ryan Cherki est droit et ça échange dans le match des permutations. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc voilà, on a un Ryan Cherki qui est un excellent joueur, qui est pour moi arrivé à maturation, en tout cas pour partir dans un plus gros club. Je pense qu'il peut continuer à progresser. En plus, je trouve qu'il a progressé défensivement, donc c'est une bonne nouvelle pour un Guardiola qui réclame beaucoup d'efforts à ses joueurs. Donc on va évidemment regarder ses indicateurs statistiques. Et voilà, face au milieu de terrain slash ailier, on voit quand même qu'il a pas mal de non-penalty goals. Il est à 0,37 par match, c'est plutôt correct. Par contre, dans les tirs totaux, c'est pas un joueur qui tire énormément, il n'a pas énormément d'expected goals. Donc on peut dire que dans ce domaine-là, dans le domaine de la finition, il surperforme. Au niveau des assists et des expected assists, il est absolument monstrueux. Il est dans les 1% des meilleurs en Europe dans les deux statistiques, c'est absolument énorme. On voit que c'est un joueur qui est particulièrement créatif, qui voit des choses sur le terrain que des joueurs lambda ne voient pas. Il est absolument monstrueux dans ce domaine. Pour moi, c'est le joueur créatif par excellence. Un véritable numéro 10, vraiment meneur de jeu. On voit également que dans les passes progressives données, il est dans les 1% des meilleurs en Europe. Il est à quasiment 9 par match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est monstrueux. Et je me dis qu'à Manchester City, dans une équipe où on voit que quand même tu as beaucoup le ballon, tu as la possibilité pour les joueurs créatifs de vraiment t'exprimer, ça peut peut-être le faire et ça peut peut-être faire des énormes dégâts. Pour les dribbles réussis, il est à 2,50 par match, quasiment 3, je pense que ça peut encore augmenter, il est dans les 10% des meilleurs en Europe. Mais je ne vous ai pas montré certaines autres stats, donc les expected assist goals et les expected assist goals et les expected goals, il est quand même à 0,72, donc quasiment une énorme occasion, quasiment un but par match, en gros, si vous voulez ça en expected goals. Les deux combinés, donc il est décisif 0,72 fois par 90 minutes, donc c'est quand même assez fort. Il est dans les 5% des meilleurs en Europe, et dans les actions menant à un tir, il est à 6,80. Il est à quasiment 7 actions menant à un tir créé par lui-même. C'est une dinguerie. Voilà, dans les 1% des meilleurs en Europe, il est monstrueux, en jouant à Lyon en plus de ça, donc c'est quand même assez dingue. Dans les passes tentées, c'est un joueur qui tente beaucoup de passes, là pour le coup dans les 4% des meilleurs en Europe, pas de souci. Dans la complétion des passes, forcément dû à son poste et dû également au fait que il joue dans une équipe qui est parfois dominée face à des plus grosses équipes, c'est un peu plus faible, mais
pour moi, ça pourrait s'améliorer du côté de Manchester City. Dans les progressive carries, on voit qu'il porte quand même pas mal le ballon. Il a quasiment 5 courses progressives par match, c'est plutôt pas mal. Et dans les touches dans la surface de réparation, il est à 6,25, donc 6,25 touches dans la surface de réparation, c'est pas mal. Par contre, dans les passes progressives reçues, il n'en reçoit pas énormément. C'est pas un joueur qui prend la profondeur et c'est pas vraiment ce qu'on va lui demander. Par contre, c'est vrai que défensivement, il y a eu une progression, mais ça reste pas terrible. Et j'espère que Guardiola saura le faire progresser dans ce domaine. Mais vous avez compris, encore une fois, je trouve que Manchester City a bien ciblé. Tu peux avoir un énorme numéro 10 à moindre coût. Franchement, c'est un des meilleurs coups de l'été pour moi et je suis vraiment très très hype de voir ce que ça va donner parce que pour moi, on est sur un potentiel énorme phénomène pour les prochaines années. Donc j'ai envie de voir ce que Pep Guardiola va réussir à faire de lui. Et on passe au dernier, donc on passe à Tijani Reinders qui a été associé à Manchester City récemment. Il devrait signer, donc voilà, vous avez l'information à l'écran, vous l'avez eu en tout cas. Il devrait s'engager là-bas. Il a 26 ans. Il va sur ses 27 à la fin, au 29 juillet 2025. Il joue au poste de milieu central. Il fait 1m85. International hollandais. Il coûte 50 millions d'euros. Il évolue au Milan AC dans une équipe qui a fait une saison catastrophique, mais où lui a été absolument monstrueux, notamment en Ligue des Champions, où je me rappelle encore de son match face au Real Madrid, où il aura fait voir de toutes les couleurs, où il a été absolument monstrueux. Donc en Ligue des Champions, c'est 10 matchs, 3 buts. En Serie A, c'est 37 matchs, 10 buts, 5 passes décisives. C'est des énormes stats en ayant joué quasiment tous les matchs. En Champions, c'est tous les matchs joués. Enfin, c'est toutes les minutes. En Supercoppa Italiana, toutes les minutes jouées, 2 matchs. Et en Coupe d'Italie, encore une fois, toutes les minutes jouées, 5 matchs de but. Donc on voit que c'est quand même un joueur particulièrement important dans cet effectif milanais. C'est un joueur qui peut jouer milieu central, milieu offensif, milieu défensif. Il est extrêmement polyvalent. On voit que c'est un joueur également qui a percé un petit peu sur le tard, puisqu'on voit qu'en 2022 notamment, il ne coûtait que 1,2 million d'euros. Il évoluait à la Z Alkmaar. Et voilà, là, avec son transfert à Milan en 2023, il a 25 ans, il coûte 20 millions d'euros. Et au final, ça ne cesse de monter. Et il est en constante progression. Et donc là, voilà, au 18 décembre 2024, il est à 50 millions. Il y a moyen que ça monte encore. Je ne connais pas exactement le prix qui a été donné pour le Tijani Reinders, mais n'empêche que pour moi, c'est potentiellement une énorme recrue. Vous avez vu que c'est quand même un joueur de très gros talent. Au niveau de son indicateur statistique, ça va vous aider un petit peu à comprendre un petit peu comment il joue, même si on voit que c'est quand même un joueur également assez créatif, qui a une énorme intelligence de jeu, qui peut beaucoup porter la balle. Donc ça peut évidemment plaire à Guardiola. On voit malheureusement que défensivement, c'est catastrophique. Il est vraiment pas terrible dans ce domaine, il fait pas énormément d'efforts, mais ça peut être compensé par des joueurs comme Rodri, qui est extrêmement bon défensivement, et je pense que lui également pourra se mettre au diapason du côté de Manchester City et peut-être faire un peu plus d'efforts. C'est peut-être pour moi son énorme axe de progression. Par contre, c'est un joueur qui marque énormément de buts pour sa position en tout cas, qui a des très bons XG pour sa position, qui tire beaucoup également. C'est un joueur qui, voilà, au niveau des assists par contre et des expected assist goals sous-performe, mais globalement, il est capable de créer pas mal d'actions pour ses partenaires. C'est un joueur assez créatif et surtout s'il n'a pas énormément d'assists, il faut dire aussi que ses coéquipiers du Milan AC font n'importe quoi avec certaines actions qu'il crée. Il ne tente pas énormément de passes, mais encore une fois, on est sur une saison du Milan AC où tu as peu le ballon, où tu as changé pas mal de fois d'entraîneur et où tu as un Conceição qui est quand même un véritable adepte du jeu rigoureux, du jeu défensif, donc forcément c'est pas là où tu vas faire du tiki-taka, mais n'empêche que pour le coup dans le pourcentage de passes réussies, il en réussit énormément en en tentant assez peu, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des passes progressives, il en donne quand même 6,40 par match. Au niveau des courses progressives, il est à 3 par match tout rond, donc c'est énorme, dans les 4% des meilleurs en Europe. Dans les dribbles réussis, il est à 1 par match, donc c'est pas mal. Dans les touches dans la surface de réparation, 2,25 par match. Et dans les passes progressives reçues, 84. Donc on voit que c'est quand même un joueur qui est très bon également dans le dépassement de fonction. Il peut également être comparé à des ailiers, et on voit que pour le coup face à des ailiers, il est plutôt bon en termes d'interception. Il est à 1 par match et qui réussit énormément de passes. Mais voilà, c'est plutôt un milieu de terrain, un numéro 8. Et voilà, c'est un joueur particulièrement créatif qui, balle au pied, est très intelligent, peut trouver des espaces, mais également peut les prendre lui-même via des courses, via des portées de balle, parce qu'il porte pas mal la balle. Donc voilà, dans le profil,
Si je devais faire une comparaison un peu foireuse, il ressemble un petit peu à Kevin De Bruyne, parce que c'est un joueur qui est assez bon dans le dribble, même si Kevin De Bruyne, je dirais qu'il était peut-être un peu plus travailleur défensivement, mais ça peut s'améliorer, et c'est un excellent joueur, et pour le coup, le Milan AC peut se mordre les doigts de ne pas avoir réussi à mieux l'entourer, parce que c'est un joueur énorme. Et on va regarder un petit peu la planche tactique, du coup, que j'avais établie pour cette équipe de Manchester City. Donc ça va être très intéressant à regarder. Donc là, c'est un peu le bazar. Vous voyez qu'il y a beaucoup de joueurs. On sait, du coup, par exemple, pour les postes de gardien, on va commencer par là, que Diogo Costa est ciblé. Ederson devrait partir, donc on peut le supprimer, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc voilà, Marcus Bettinelli arrive et on a Ortega également en gardien numéro 2. Donc pour moi, le poste de gardien, c'est assez clair. Si tu arrives à prendre Diogo Costa, c'est une très bonne nouvelle. On en avait parlé dans une vidéo où on réagissait aux rumeurs mercato. C'est un excellent gardien, que ce soit au niveau des arrêts et également balle au pied, il est monstrueux, même s'il peut quand même quelquefois se trouver, notamment sur des sautes de concentration. Mais je pense que Guardiola pourra faire avec s'il tombe sur un gardien extrêmement bon balle au pied. Donc maintenant sur le poste de défenseur central, on a, pour moi il y aura des ventes sur ce poste, mais n'empêche que tu as Akanji, que tu as Stones qui pour moi devrait être sur le banc, que tu as du Nathan Ake également, du Reis, et pour moi la vraie indécision elle se place au niveau de Gvardiol et Kusanov. Si Ryan Aït-Nouri joue vraiment à ce poste d'arrière gauche en tant que titulaire, je pense que Kusanov devrait être sur le banc, ou du moins qu'il devrait y avoir une véritable rotation qui devrait s'installer. Sur le poste d'arrière droit, tu as Rico Lewis. Lui, pour moi, il n'est pas voué à être titulaire plus tard. Tu as également Matheus Nunes qui a dépanné au poste, mais pour moi, ce n'est pas une option intéressante. Et on sait que Manchester City s'est positionné sur Tino Livramento. On a vu quelques médias, alors pas forcément les plus fiables, mais qui parlaient d'une arrivée de Tino Livramento. Si tu arrives à le faire, c'est monstrueux. On ne reviendra pas dessus. On y reviendra si vraiment il y a des grosses rumeurs, mais c'est un arrière droit que vous connaissez sûrement si vous êtes des gros suiveurs de Première Ligue. Pour moi, l'un des meilleurs arrière droits du championnat. Il fait une saison assez bonne du côté de Newcastle, même très bonne. Joueur extrêmement rapide, qui défensivement est très correct, mais qui peut beaucoup apporter offensivement. Mais défensivement, c'est quand même un joueur assez rugueux, assez bon défensivement. C'est quand même un joueur également assez agressif, je trouve. Mais voilà, offensivement, il apporte énormément et c'est un joueur particulièrement vertical. Donc si Guardiola a envie d'apporter de la verticalité dans son jeu, ça pourrait l'intéresser. Au milieu de terrain, on a Bernardo Silva. Alors lui, il devrait très probablement partir, donc je vais le supprimer. On a toujours Nico Gonzalez, que je trouve pour le coup est un joueur assez intéressant que j'ai envie de conserver dans l'effectif, même si de toute façon il vient d'arriver à l'été, donc c'est même pas une envie, il va rester. Mais en plus de ça, c'est un joueur qui est intéressant, qui défensivement est très bon. Donc si tu as besoin d'une alternative plus défensive à TJ Reinders, bah, ça peut être intéressant sur certains matchs. Il a également une qualité de passe intéressante et physiquement il est très costaud, donc ça peut plaire à Guardiola. On aura pour moi Rodri titulaire, Kovacic devrait retrouver le banc, O'Reilly devrait entrer dans la rotation et Gundogan également devrait être sur le banc. Donc voilà, Nico, tu peux le compter comme une doublure, mais je le mets sur le banc le temps 2 pour que ce soit plus clair sur le visuel. Sur les postes de milieu offensif, donc on a Ryan Cherki, potentiellement Phil Foden qui pourrait jouer ici. On a Etcheverry et James McCarthy. Je pense que les deux devraient également prendre le banc. Etcheverry, c'est un jeune joueur qui vient à peine d'arriver, mais je pense qu'il pourrait trouver quelques minutes de jeu sous Guardiola et peut-être jouer dans des matchs un peu moins importants, des matchs de coupe notamment. Pour moi, ça avait l'air d'être un joueur à un assez bon potentiel, donc on verra ce que ça va donner. Sur le côté droit, bon bah là on peut avoir des alternances avec Cherki et Foden, même si je pense que ce sera plutôt Foden ailier droit. Il a beaucoup pris cette position du côté de Manchester City. Tu as Bob, qui est un assez bon joueur, qui devrait rentrer dans la rotation. Savigno également, qui pourrait peut-être jouer ailier gauche si tu n'en prends pas. Parce que sur ce poste d'ailier gauche, bah, on sait que Grealish pourrait partir. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, donc je le mets de côté, parce que les rumeurs d'Al Hilal, ok, elles existent, mais elles ne sont pas extrêmement insistantes. Et on sait par contre que Manchester City est intéressé par Rodrigo. Mais aux dernières nouvelles, notre ami Xabi Alonso voudrait le conserver, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je l'ai mis quand même pour pas me faire insulter sous la vidéo, parce qu'on sait que c'est une cible de Manchester City. Mais comme je ne suis pas vraiment certain, je le mets comme ça en stand-by. Mais pour moi, le titulaire, ce serait soit Savigno, soit Doku sur ce côté gauche. Donc voilà, moi personnellement, j'avais une préférence pour Savigno.
que je trouvais très intéressant, mais qui semble s'être un petit peu perdu du côté de Manchester City. Il n'est pas suffisamment efficace. Comme Doku, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que j'étais fan de l'idée Rodrigo, qui pour moi aurait peut-être été meilleur dans ce rôle. Donc voilà, je remets Savigno là. Mais du coup, je ne sais pas encore qui de Doku, qui de Savigno sera titulaire. Je pense que là, le rapport de force, il est plutôt du côté de Doku, voire de Marmouche, parce qu'on sait que Marmouche peut jouer côté gauche. Donc on pourrait peut-être avoir une attaque, excusez-moi, comme ça m'étonnerait pas du tout avec Marmouche ailier gauche. Donc voilà, moi je vais le mettre comme ça, mais de toute façon, il peut également dépanner au poste de 9 si Haaland est blessé, et on sait qu'Haaland a eu une grosse méforme récemment, donc Marmouche avait pris un petit peu le relais sur les buts et il avait été très bon. Donc voilà un petit peu de ce que je pense, de à quoi pourrait potentiellement ressembler le 11 de Manchester City. Vous avez vu tous les joueurs sur le banc. Globalement, tu as un énorme effectif. Donc ça, c'est intéressant à suivre. Tu as Rodrigo également qui est un très bon joueur qui pourrait pour moi être titulaire dans cette équipe. Ça ne serait pas étonnant, surtout si Manchester City le prend. Pour moi, c'est quasiment titulaire indiscutable. Maintenant, je sais que du côté du Real Madrid, bah, c'est un peu compliqué comme dossier. Donc on y reviendra quand il y aura des rumeurs. Et on parlera également de Costa et Livramento si ces rumeurs se font plus insistantes. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.